environ 5, 7, 8 ans maintenant, quand même, que j'ai développé à l'occasion d'une exposition que j'ai montée pour la Triennale de Lisbonne en 2019. Donc c'est une triennale, c'est très agréable parce qu'on a 3 ans, 2 ans pour le préparer, donc on a un peu le temps. Et c'était mes camarades de l'école d'architecture de Paris-Est qui avaient décroché cette espèce de timbale du commissariat de la Triennale de Lisbonne, et ils m'avaient engagé là-dedans. Au départ, j'étais allé vraiment à reculons là-dedans. Je trouvais que c'était trop de boulot, trop de trucs comme ça, etc. Et le thème qu'ils avaient mis en avant, c'était Éric Lapierre qui avait mis en avant ce thème, c'était... Oui, non, mais c'était plus le rationalisme en architecture. Rationalisme en architecture. Et donc, moi, je suis philosophe de formation, pas architecte. Je m'intéresse beaucoup à l'architecture. Ça fait un moment que je suis tombé dans la bassine. Mais en gros, je ne savais pas trop quoi contribuer à ça. La rationalité en architecture. Je m'étais dit, ce que je pourrais essayer de faire, c'est essayer de réfléchir sur la rationalité, ce qu'on appelle la rationalité aujourd'hui, à l'époque, à une époque marquée fondamentalement par de grands défis, comme on dit, en particulier environnementaux, autour desquels je réfléchis à l'école d'architecture de Paris-Est depuis que je suis revenu en France. Depuis que je suis revenu en France, en gros, l'essentiel des enseignements que je donne dans les écoles d'architecture, ils portent sur l'histoire et, on pourrait dire la théorie, même si c'est un grand mot, l'histoire et la théorie de l'environnement. Essayer de réencastrer, en quelque sorte, l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage dans une histoire un peu plus globale des ressources, du monde, quoi, en gros. À la lumière, à l'aune de ces grandes préoccupations environnementales que sont le changement climatique, évidemment, l'effondrement, l'érosion ou l'effondrement de la biodiversité et toutes sortes d'autres choses qui définissent un peu aujourd'hui le contexte dans lequel on réfléchit. Donc, j'ai monté une exposition qui s'est appelée, en anglais c'était un assez mauvais jeu de mots, Taking the Country's Side, prendre le parti de la campagne, pour essayer de, et plus précisément, agriculture et architecture. La traduction française récente, puisqu'elle vient de sortir il y a 2 jours, du livre qui était paru en anglais à l'époque de l'exposition, j'ai appelé ça, c'est plus joli, prendre la clé des champs. Hein, très jolie expression française qui n'a pas, à ma connaissance, son équivalent en anglais. Prendre la clé des champs, agriculture et architecture. J'ai vu qu'il y a un petit stand à l'entrée où les premiers exemplaires comme ça de ce bouquin sont là. Donc je vous disais, depuis maintenant 15, presque 20 ans, ce que j'enseigne, c'est ça. Enfin, sur quoi je travaille, c'est ça. Une histoire de l'environnement, comment aborder l'histoire de l'environnement dans les écoles d'architecture. Ah voilà, à la lumière de ces grosses questions qui sont en face de nous. Au moment où la triennale, le projet de la triennale s'est présenté, j'étais déjà engagé dans un autre projet d'exposition, plus ou moins, piloté par Rem Koolhaas, depuis son agence et avec les étudiants de Harvard. Je ne sais pas pourquoi ça... Hein, qui s'intéressait d'un seul coup, ce turiféraire de l'urbain, d'un seul coup à la campagne, au reste. Avec le pitch suivant qui consistait à dire nous autres architectes, on est tous obnubilés, on est tous focalisés sur l'urbain. Or, et son agence en particulier, voyez, puisque on pourrait dire qu'il a été le grand théoricien du sururbanisme contemporain.
Et donc, 40, 50 ans, presque 40 ans après Delirious New York, manifeste du sururbanisme, voilà qui ouvrait un vaste chantier sur le reste. Alors la campagne pour Rem, c'était non seulement c'est tout ce qui n'était pas la ville, même la mer, même tout le reste, en gros. Et donc on travaillait, moi j'enseignais en fait pour Harvard aux étudiants qui étaient engagés dans ce studio de recherche de Homa. Donc je faisais depuis 10 ans déjà porter un peu mes cours sur les sujets qu'il abordait dans ses expositions, comme celle qu'il avait montée avant sur Elements of Architecture pour la Biennale de Venise. Donc là ça m'intéressait beaucoup qu'ils viennent sur le terrain de la campagne, parce que depuis que j'essaye de partager, disons, des choses sur l'histoire de l'environnement, forcément je me suis intéressé non seulement à l'architecture et aux disciplines connexes, mais à une autre discipline qui a d'ailleurs pour particularité historique d'être la jumelle, en quelque sorte, la sœur jumelle de l'architecture, qui s'appelle l'agriculture, en gros. Donc je m'intéresse beaucoup à ça, et au rapport qu'entretiennent ces deux pratiques, ces deux choses, quoi, ces deux types d'activités qui sont en effet apparus plus ou moins en même temps, même si c'est compliqué, plus ou moins en même temps, à cette époque que les préhistoriens appellent le néolithique, hein, qui voit apparaître simultanément des endroits, un pilotage en quelque sorte des animaux et des plantes, hein, ce qu'on appelle l'agriculture, une domestication de plantes et d'animaux, qui deviennent de plus en plus sédentaires à cause de cet ancrage, voyez, et de cette domestication, et qui du coup commencent à se domestiquer eux-mêmes dans des structures pérennes, solides, qu'on appelle des bâtiments, des infrastructures, tout ça. Okay. Donc agriculture et architecture, c'est pris dans une espèce de courbe, vous voyez, de cercle autocatalytique, comme ça. Et dans l'exposition que montait Rem et ses acolytes, là, il n'était pas trop question d'agriculture. Il avait même un peu l'impression, Rem, de dire ouais, ça y est, on fait un coup pas possible. Maintenant, on va être les premiers sur les architectes sur le terrain. Alors on avait des discussions. Je disais que t'es quand même peut-être pas tout à fait le premier à t'intéresser à ça, y compris dans le monde de l'architecture. Et puis dans les mondes voisins, disons, du design, il y a des tas de gens, et depuis assez longtemps, qui se sont sérieusement posé ces questions, quoi, réfléchi à partir, disons, des territoires qu'on appelle ruraux, de l'agriculture, etc. Et peut-être que ton exposition, elle devrait en parler un peu de tout ça. Et il a des grandes oreilles, mais il entend absolument tout ça, etc. Mais alors il est entouré d'une cour maintenant extrêmement importante. Il a le problème, la solitude des rois, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est entouré de tas de gens qui n'ont qu'un souci, c'est d'essayer de lui proposer des trucs qui vont lui plaire. Et du coup, ils ne vont pas du tout du côté du rural, ils ne vont pas du tout du côté du tas de culture, etc., qui est tout à fait susceptible de l'intéresser, mais qui ne parvient pas, d'une certaine manière, jusqu'à lui. Bon, bref. Donc moi, j'avais ce souci de dire, il faudrait que ça se passe. Et puis, le projet de la triennale arrive, et du coup, je me dis, plutôt que de faire participer à ce projet de REM, je vais faire une sorte de transatlantic footnote à son exposition. Ouais. Mais qui portera, elle, un peu précisément sur tout ça. Bref, je fais l'histoire un peu longue, c'était pour faire patienter. J'espère que maintenant c'est en place là-haut. Donc lui, il a monté son exposition au Guggenheim de New York. Elle a été retardée. Du coup, ma note de bas de page transatlantique, elle est arrivée avant la sienne. Pas du tout au Guggenheim, mais dans un vaste parking aveugle qui sert de lieu d'exposition au Centre culturel de Belém, où cette exposition a été montée. J'aime beaucoup cette image de Joël Sternfeld qui date des années 70 elle-même. Alors, elle est sûrement posée tellement elle est incroyable. Où vous voyez un peu, vous vous souvenez peut-être que, enfin, vous étiez trop jeune, mais vous étiez pas né même, pendant le sommet de
Tokyo, je crois, Kyoto, je ne sais plus. Jacques Chirac, le président français, avait eu cette phrase fameuse en disant, en sortant du truc, en disant putain, la maison brûle. Hein, on faisait l'état des problématiques environnementales et en particulier du changement climatique à ce moment-là, donc à la toute fin du XXe siècle, quoi. Et il sort de là en disant la maison brûle et on regarde ailleurs. Donc j'aime bien cette photo qui a été faite avant, 20 ans avant, tout ça, où la maison brûle, l'architecture brûle. C'est en feu, comme dit Xavier, un monde en feu, en gros. Et puis, donc ça c'est l'état de l'architecture, puis au premier plan, l'état de l'agriculture, où vous voyez un pompier qui devrait être affairé là-bas, qui essaye de récupérer des citrouilles, c'est probablement Halloween, ici, une espèce de merdier, comme ça. C'est une assez bonne description de cette situation. Donc on était dans un parking aveugle, ce qui est, je dois dire, beaucoup plus pratique que le Guggenheim pour développer un propos. Vous voyez, on n'est pas pris par la spirale, vous voyez, linéaire de cette affaire. Et donc on peut déployer les choses comme ça. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de cette exposition, je n'ai pas le temps. C'est une exposition un peu roborative, un peu lourde, c'est un peu un gros livre ouvert comme ça, puis puisque comme le livre existe maintenant, je ne vais pas descendre. Mais simplement le principe de l'exposition. En gros, l'idée c'était de dire, vous voyez, un parking aveugle comme ça, avec ces séries de piliers comme ça, celui de gauche étant dans le mur, donc pas là, c'est un peu un plan de basilique. Vous voyez. Donc on a une nef, un chœur, des chapelles, des collatéraux, comme ça. Donc dans la nef, c'est l'argument central, donc un argument historico-théorique, en gros. Donc à l'origine, 6 séries de 7 panneaux, maintenant c'est 8. Donc 8 séries maintenant de 7 panneaux, chacune organisée chronologiquement, repérant chacune sur un thème donné des moments qu'on pourrait avoir envie d'avoir en tête, quoi, quand on réfléchit à ces questions, des moments historico-théoriques. La première ligne, c'était agriculture et architecture. La seconde, c'était agriculture et urbanisme. La troisième, pour familiariser les architectes un peu avec cette discipline qu'est l'agronomie, on avait appelé ça de l'agronomie à l'agroécologie, l'évolution des savoirs, disons, dans ce domaine-là. La quatrième ligne, on l'avait appelée Exit Urbs, une petite histoire des mouvements de retour à la Terre. Il n'y en a pas eu que dans les années 70 ou maintenant un peu avec le Covid, tout ça. Il n'y a pas eu que ça dans les années 70. Il y a eu des vastes moments historiques de retour à la Terre. On pourrait même dire, c'est un peu caricatural, mais on pourrait même dire que tout ce qu'on appelle le Moyen-Âge, en gros, en tout cas dans sa première phase, c'est 1000 ans en gros, les premiers 500 ans, après l'érosion de l'Empire romain sous nos latitudes, eh ben, c'est un vaste retour à la Terre, d'une certaine façon. Voilà, avec d'ailleurs des exemples d'architecture, l'architecture romane très rurale, qui n'est pas la dernière des saloperies, quoi, comme truc. Donc c'est des périodes souvent qui ont été nommées, d'ailleurs le Moyen-Âge, c'est évidemment pas les gens du Moyen-Âge qui l'ont appelé comme ça, hein, cette espèce de creux de vague comme ça, très long, voilà, qu'on a pris l'habitude de regarder un peu de haut, comme ça, et qui aujourd'hui peut-être est plein de leçons intéressantes, voyez, qui mériteraient d'être regardées. Imaginez, voyez, vous avez peut-être entendu parler tous de la littérature sur les communaux, sur toutes ces choses aujourd'hui qui se replongent historiquement dans ces structures agraires qui ne connaissaient pas tout à fait la propriété privée, alors qu'ils connaissaient plein d'autres saloperies, genre le féodal, etc. Mais il y avait des tas de choses là qui étaient peut-être intéressantes pour nous. Donc, une histoire un tout petit peu de ça, les mouvements de retour à la terre, de exit, on sort des villes, en gros. Une cinquième série qui s'appelait, comment elle s'appelait, Facing the Environmental Predicament, se confronter à l'impasse environnementale. Alors là, on réduisait beaucoup le champ. Là, on s'intéressait beaucoup aux années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire tous les grands tireurs d'alarme sur ces grandes questions, ces grands défis environnementaux qui font notre quotidien aujourd'hui de réflexion. Vous voyez les grandes alertes du Club de Rome sur les limites de la croissance, toutes ces choses. Bon, bref. Et puis on finissait, dernière série, alors là c'était un focus très fort sur
le mouvement et la théorie de l'agroécologie et de la permaculture. La permaculture et l'agroécologie, c'est dans le champ, on pourrait dire, de l'agriculture, l'émergence, l'identification d'une nouvelle rationalité, justement, d'une nouvelle rationalité à introduire dans le champ du captage des ressources, de l'alimentation, de l'agriculture, de l'élevage et de tout ça. D'accord ? Il s'est opéré au cours des 3, 4, 5 dernières décennies une révolution, non pas dans l'agriculture, qui est allée encore plus là où il ne fallait pas aller, mais une révolution intellectuelle, en tout cas, très forte et pratique, très riche, et dont je me disais que les architectes, les urbanistes ou les paysagistes devraient faire leur profit. Hein. Non pas pour transposer littéralement les choses, mais pour réfléchir. C'est intéressant de regarder ce qui arrive à la sœur jumelle, l'agriculture, et les questions qu'elle se pose sur sa rationalité dans le monde dans lequel on vit. Et peut-être qu'on peut en prendre de la graine, en gros. Donc c'était une espèce d'exposé là-dessus. Quelles leçons peut-on tirer, au fond, de la permaculture, de l'agroécologie, quand on réfléchit à l'architecture? Alors ça, c'était un peu le centre du truc. J'aborderai peut-être rapidement, si j'ai 2 minutes, à la fin, les 2 séries que nous avons ajoutées à tout ça, qui abordent un horizon plus politique de tout ça. Mais tout ce cœur, il conduisait ensuite à une boussole, cette nef conduisait à un cœur, qui était une boussole, où on avait essayé, avec l'illustrateur Martin Etienne, d'illustrer les différentes directions que pourraient prendre aujourd'hui, demain, les rapports entre ces 2 champs, l'agriculture et l'architecture, la ville et la campagne, etc. Et on a proposé une boussole qui confrontait littéralement 4 visions, qui sont toutes des visions environnementalistes, des discours environnementalistes, qui ont tendance à être souvent confondus et que je tenais à distinguer. Ça, c'est ce que je dois à mes études de philosophie, si peut-être c'est la seule chose que je lui dois, c'est essayer de faire des petites distinctions, de distinguer un peu entre des discours qui peuvent souvent être un peu confusément confondus les uns avec les autres. C'est ce que je présenterai essentiellement rapidement au cours de cette petite conférence. Puis enfin, pour finir sur la présentation, il y avait nos petites chapelles là, latérales. Alors là, on avait collectionné des tas de films, d'interviews, etc., de tas de gens engagés dans ces différentes révolutions agroécologiques ou autres, d'architectes un peu impliqués dans ces questions. Voilà. Et puis sur l'autre mur, que vous voyez là à gauche, très long, 60 mètres de long, avec un autre illustrateur, Gaëtan Amossé, on a essayé de mettre en image en fait tout ce que j'enseigne dans mon cours d'histoire de l'environnement, c'est-à-dire depuis le paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est évidemment super caricatural, hein, en gros, de dessiner une sorte d'histoire de l'environnement, de notre environnement, depuis le paléolithique jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Vous voyez ? Rien que ça, là-dedans. Tout ça pour aider, évidemment, les visiteurs à situer dans une histoire un peu continue les différents moments qu'on fait saillir dans la nef. Voilà. Tout ça a été introduit par quelques images chocs, etc. Voilà, ça c'est le livre qui vient de paraître, donc avec ces différents chapitres. C'est chacun de ces chapitres. Le livre et l'expo, c'est la même chose, en gros. OK, donc ça ressemblait à ça, à Lisbonne. Vous voyez, les panneaux. Et puis alors derrière, vous voyez, on avait mis juste des images. Juste des images, en général beaucoup mieux connues des architectes. Vous voyez, le plan de la cité-jardin de Howard ou des choses comme ça. Et là, on n'avait pas de rationalité autre que les échos que ça pouvait avoir éventuellement, soit avec les panneaux qui se trouvaient devant, soit avec les panneaux qui se trouvaient derrière. Hein. Let visitors trip, comme ça. Hein. Puis aussi parce que c'était déjà assez roboratif comme ça. Vous voyez, quand on revenait, on n'allait pas se retaper tout le truc. Donc c'était une constellation comme ça, pitch black d'images, avec l'espoir que les visiteurs, qui les connaissaient déjà, les feraient résonner avec des problèmes nouveaux. OK, ça c'était à Lausanne, parce que depuis, elle a bougé pas mal.
soit pour être répliqué machin, à Lyon, dans la magnifique orangerie du parc de la Tête d'Or, où là, la frise, du coup, comme c'était linéaire, devenait protagoniste, à Bruxelles, dans un magnifique marché urbain, où Rem a pu venir en voisin la voir, et j'ai pu la lui faire visiter, comme vous voyez là-bas, à Marseille. Après, maintenant, elle est à Grenoble, elle va bientôt ouvrir à l'école d'architecture de Nantes. Ok, je prends une section de cette frise chronologique que vous voyez ici, qui est en gros notre époque, et qu'on avait appelé The Metropolitan Trap et l'impasse environnementale, quoi. Piège métropolitain et impasse environnementale. Donc, au centre, vous voyez des villes qui croissent, à la fois en densité et en extension, en gros. Et puis vous voyez toutes sortes de personnages comme ça. Et il y a Rem Koolhaas qu'on a mis exactement là, vous voyez, dans le piège métropolitain, hein, puisque c'est le grand avocat. Il a été, en tout cas, le grand avocat de la métropole dense. Et puis tout autour, une série d'autres problèmes. Une série de problèmes que je viens de nommer tout à l'heure. Par exemple, la raréfaction de l'eau. À gauche, ici, de l'eau douce, les problèmes de stress hydrique qui menacent une grande partie de la planète, qui ne font pas que menacer d'ailleurs. De l'autre côté, l'érosion des sols. En dessous, il y a le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, les déforestations massives avec les petits inconvénients que ça peut produire du côté de l'apparition de maladies émergentes provenant de tas de populations d'animaux qui sont chassés en état de stress dans des territoires, etc., et qui s'abattent sur des élevages, par exemple, de cochons, par exemple, qui partagent avec nous un grand matériel génétique et qui peuvent nous transmettre toutes sortes de trucs. Et puis aussi la raréfaction annoncée, pas très sûr quand, etc., de tas de trucs auxquels nos sociétés fonctionnent depuis déjà au moins 2 siècles, très intensément, non seulement des énergies fossiles, mais aussi toutes sortes d'autres ressources minérales, matérielles, énormes, quoi. Donc ça, c'était pour nous faire le portrait, au fond, du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, en gros. Je mettais Rem Koolhaas ici parce que Rem Koolhaas, en gros, il a longtemps, d'une certaine manière, défendu l'idée que, presque dans une idée presque accélérationniste, on dirait aujourd'hui, l'idée que c'est un mouvement inévitable, l'urbanisation du monde. Vous avez tous lu toutes sortes de... On est assailli de statistiques officielles qui nous expliquent que maintenant, depuis 2008, je crois, la moitié de la population mondiale est urbaine, etc., et qu'en 2050, ce sera 65-70%, etc. Sachant que sous nos latitudes, c'est déjà bien au-delà de ça depuis longtemps. Et que ce phénomène qui a accompagné, qui s'est accéléré au cours de toute la révolution, l'ère industrielle, l'exode urbain, au fond, voilà, va se poursuivre. Alors, il y a manifestement une fin à l'exode urbain, c'est une fois que tout le monde est en ville. Mais on pourrait dire que son premier projet, à Rem, Exodus, ou les prisonniers volontaires de l'architecture, cette espèce de fable qui verrait tous les habitants de Londres progressivement se serrer, devenir les prisonniers volontaires d'une espèce de navire comme ça, urbain, en habitant dans ces branches, vous voyez, de cette espèce de vaste insecte comme ça, et qui viendrait se divertir dans ces monuments centraux. C'était presque une image comme ça de l'exode urbain poussé à son maximum. Le fait qu'il s'appelle Exodus, évidemment, n'a pas rien à voir avec tout ça. Et vous savez aujourd'hui que, alors ça n'a pas rien à voir avec Rem directement, mais enfin que des projets comme The Line, développés en Arabie Saoudite aujourd'hui, bon, d'une certaine manière, réalisent en partie cette fable, voyez, aujourd'hui. Ce n'est pas de la rigolade. Énormément de bureaux d'architectes sont impliqués depuis plusieurs années dans cette affaire. Je ne sais pas jusqu'où ce sera porté, mais ça se passe. Alors évidemment, Rem Koolhaas, c'est aussi
intéressé à d'autres choses, à des transformations que la ville pourrait, comment dire, il a imaginé, par exemple, dans ce fameux exemple de Berlin avec Oswald Matthias Ungers, que Berlin-Ouest, à l'époque, enfermé entre ces murs, comme ça, pourrait devenir, et qui perdait des habitants, pourrait, à la faveur d'une décroissance urbaine, comme ça, pourrait constituer à terme une sorte d'archipel, comme ça, de condensateurs sociaux, comme il les appelait, des morceaux de ville, comme ça. Bon. Mais enfin, il y a toujours cette idée à l'arrière-plan qu'on retrouve dans l'exposition Mutation qui fait en 2000 à Bordeaux, cette idée que voilà, le monde maintenant c'est une ville. Et disant ça, c'est de la ville. Et en disant ça, il dit une chose assez évidente, en tout cas dans les milieux de l'architecture, où les architectes, la plupart des architectes, pour eux, l'écosystème de l'architecture, c'est la ville, en gros. À notre avis, il était important de commencer il est important de se poser la question aujourd'hui si c'est vraiment, si on ne serait pas arrivé à la fin de l'exode urbain. S'il ne faudrait pas se préparer éventuellement à la fin de l'exode rural, à un début d'exode urbain, voire préparer cet exode urbain. Alors je ne sais pas si je vais parler de ça. Je suis plongé depuis 2 ou 3 mois, depuis que le bouquin en gros a été fini, sur encore un truc où je me dis on a fait un peu une impasse sur un certain discours aujourd'hui dans cette exposition. Et donc c'est pas dit que je ne referai pas une nouvelle édition à un moment de ce livre avec une section supplémentaire pour aborder la question de l'économie digitale et des promesses qu'elle fait sur le monde et sa répartition et sa géopolitique aujourd'hui. Je vous signale juste donc un livre qui me trouble beaucoup, un livre de Benjamin Bratton, qui est un historien des techniques, basé sur la côte ouest américaine, à San Diego en gros, et qui fait partie de ces penseurs qui sont dans l'orbite des hubs de la Silicon Valley et du digital, etc., mais qui n'a pas rien à voir avec l'architecture, puisqu'il a pris la suite de REM à l'Institut Strelka en 2014, jusqu'à ce que cet institut ferme avec la guerre en Ukraine, etc., où il a développé des programmes extrêmement ambitieux de planification mondiale, en gros, et qui avait publié en 2015 un livre assez étonnant, quand même, qui s'appelle The Stack. Je ne sais pas si personne a lu ce bouquin dans cette salle. Un bouquin qui a déjà 10 ans. Quasiment, dont l'ambition, presque comme Marx, si vous voulez, quand il était dans la Londres, depuis Londres, vous voyez, depuis qu'il observait l'évolution, qu'il analysait l'évolution du monde depuis la capitale de la grande industrie, en gros, Londres, lui, depuis les capitales, on pourrait dire, de l'économie digitale, se propose comme ça de livrer une sorte de diagramme d'intelligibilité de la façon dont le monde aujourd'hui fonctionne. En gros. Je ne vais pas rentrer du tout dans le détail, mais le stack, ça veut dire l'empilement. Alors c'est inspiré par la façon dont les plateformes digitales sont empilées les unes sur les autres. C'est des systèmes techniques différents. Vous pouvez bouger un et puis pas bouger les autres, etc., etc. Mais en gros, il extrapole cette espèce d'idée à l'idée que le monde serait défini aujourd'hui par un empilement dont la première couche, c'est la Terre, qui fournit des ressources, en particulier minérales, etc., énergétiques, à tout ce dispositif, à cette méga structure accidentelle, on pourrait dire. Le cloud, où s'épanouissent les plateformes qu'on utilise les uns et les autres, je sais pas quoi, Walmart, Google, Apple, etc., qui sont des sortes d'États alternatifs. Vous voyez, au-dessus, la ville. Alors la campagne, elle n'existe pas. Au-dessus, c'est celle dans laquelle évoluent les utilisateurs, en gros. Le système d'adressage, d'adresse qui fait que vous existez ou pas à l'intérieur de ce système. Les interfaces
qui sont des représentations simplifiées qui vous permettent de naviguer dans le dispositif. Et enfin, les utilisateurs, où les humains sont une part de moins en moins nombreuse, puisqu'il y a toutes sortes de robots, de machines, etc., qui sont directement liés à cette espèce d'affaire. Bon. Je ne rentre pas dans le détail de ça, je n'ai pas tout compris encore du truc, mais vous voyez l'ambition très grande, au fond, d'expliquer, de donner une sorte de diagramme, de brief en pointillé, de la structure du monde dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Dans ce livre, qui est un peu, comment dire, qui donne un programme aux gens que j'appelle, qu'on peut appeler les magiciens, c'est-à-dire ceux qui pensent que la technique va nous sauver quelque part, peut éventuellement nous sauver. La campagne n'existe plus. En gros, il y a une espèce de plaidoyer pour une polarisation entre des espaces, la moitié de la Terre, qui serait livrée à la sauvegarde, d'accord, qui serait le domaine des scientifiques, éventuellement, pas d'humains, voyez, et puis la moitié de la Terre, c'était la grande proposition du biologiste Wilson, hein, la moitié de la Terre où c'est des enchevêtrements hommes-machines, etc. Et donc, la production agricole, livrée elle-même aux machines, serait mise là-dedans. Je peux vous lire un tout petit passage que j'ai traduit pour vous sur l'agriculture. Le cloud est en mesure de traiter la nourriture, ici définie comme des modules de protéines, de vitamines et de sucre, économiquement et culturellement désirables, comme des paquets de données dans une chaîne d'approvisionnement profonde, incorporant l'optimisation du climat local, du sol, des nutriments, des systèmes de semences, du soin de chaque plante individuelle, de la récolte, du tri, du stockage, du conditionnement, de la réfrigération, de la distribution globale, aussi bien que de la métagouvernance de la demande, de la diversification des cultures, de la recherche quantitative et qualitative, et ainsi que la géogouvernance de la nutrition et de la santé alimentaire, etc. L'industrialisation intelligente de la nourriture est potentiellement une stratégie extrêmement positive, voire cruciale de l'Anthropocène. Si Heidegger comparait insidieusement l'agriculture industrielle à Auschwitz, et si les biofondamentalistes contemporains versent volontiers dans des métaphores du même acabit pour diaboliser les organismes génétiquement modifiés, on peut au contraire envisager le design des plateformes nourricières moins pour préserver ou simuler l'expérience des modes de culture et de nourriture pré-industrielle, A is for Apple, que pour promouvoir une gastronomie moléculaire à l'échelle du paysage, capable d'inventer d'extraordinaires formes nouvelles à partir de la bouillie du calcul. Dans leur veine de loisirs, laissons les fermes artisanales à ceux qui ont le temps de s'adonner au fantasme pornographique de l'innocence des origines. Vous voyez, qu'on souscrive ou pas à son argumentaire, il faut reconnaître à Bratton au moins deux mérites. Le premier, c'est de fournir un argumentaire, donc une philosophie, on pourrait dire, sans ambiguïté aux magiciens, en gros. Et le second, quand même, c'est de ne pas être tout à fait angélique et d'avoir conscience que la couche Terre pourrait non seulement ne pas fournir suffisamment de ressources au développement de ce stack, voyez, mais même être totalement dévastée par son développement. Il le dit clairement. En composant le stack, nous conduisons un vaste exercice de tir à balles réelles sur la couche Terre. L'armature du stack organisera-t-elle une géopolitique informatique résiliente, ou est-ce qu'au contraire, sa soif d'énergie, son impact écologique et son empreinte toxique surpasseront tout, ne laissant derrière eux qu'un dédale de ruines indéchiffrables? L'informatique planétaire débouchera-t-elle d'une manière ou d'une autre sur la métaplateforme d'une contre-industrialisation alternative, pleine d'interfaces effervescentes d'échanges métaboliques, ou ne sera-t-elle au contraire que l'ultime machine précipitant notre auto-immolation? Et il ajoute, tel est le dilemme dans lequel nous sommes jetés. Le stack, donc cette armature, cette mégastructure, si vous voulez, informatique, surdéveloppée, qui adresserait non seulement les humains, mais jusqu'aux atomes et aux molécules, quoi, en gros, pour calculer le métabolisme, etc.,
tel est le dilemme dans lequel nous sommes jetés. Le stack peut-il être construit suffisamment vite, ce stack, vous voyez, qu'on gouvernerait, pour nous sauver des coûts de sa construction? C'est assez marrant parce qu'on ne voit pas très bien en quoi la vitesse change le problème. Mais ça fait partie du discours clairement accélérationniste, parce que pour eux, il n'y a pas de choix, de toute façon. On est pris là-dedans, il faut y aller, il faut espérer que ça marchera, quoi, en gros. Ouais, j'ai mis ça aussi. Bon. Je vais passer là-dessus, sur Manfredo Tafori. Bon. Dans l'exposition, donc en ce moment, c'est ça qui m'intéresse. Je voudrais m'attaquer, comprendre un peu bien, parce que pas pour me le payer, hein. Pas pour me le payer, parce que tous ces discours-là, ils ont une part de vérité. Et donc, il faut arriver à la saisir, quoi, en gros. Mais c'est clair que l'exposition, elle était plutôt orientée vers le contraire de cette argumentation. En gros, l'exposition, ce que j'avais un peu placé comme question centrale de l'exposition, ce que je voulais que l'exposition nous aide à réfléchir, c'est la question suivante. Toute personne un peu informée aujourd'hui, qui prend la peine de s'informer de ces grandes questions, notamment environnementales, elle est confrontée à une situation qui est très troublante. Parce que d'un côté, quand vous regardez le passé, au moins les 2 ou 3 derniers siècles, en gros, eh ben, vous ne pouvez pas échapper à l'idée que oui, l'urbanisation du monde, qui n'a cessé de s'accélérer au cours de ces 3 siècles, est inévitable, que c'est le sens de l'histoire, quoi. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. Et d'un autre côté, quand vous essayez de sonder le futur, alors c'est bien un peu plus compliqué, mais quand vous essayez de sonder au fond les impacts potentiels de ces divers gros problèmes, eh ben, vous ne pouvez pas échapper au sentiment que la poursuite de cette urbanisation comme ça, elle est plutôt improbable, impossible, et même comme une fin de l'histoire, quoi, en gros. Donc, comment, c'est emmerdant, comment, au fond, penser une évolution, une situation qui semble être à la fois inévitable et impossible? Ça, c'est quand même très chiant. Ouais. Quelque chose qui est inévitable et impossible à la fois. Alors, en face de ce genre de situation, il y a 2 attitudes qui ont été très bien décrites, à mon avis, par un grand journaliste qui vulgarise les questions scientifiques, hein, qui s'appelle Charles Mann, et qui a publié, au moment où on faisait l'expo, enfin un peu avant, et j'en ai profité, un bouquin qui s'appelle « Le magicien et le prophète ». Ce livre, il est consacré à 2 grandes figures, très grandes figures du XXe siècle, pas très connues du grand public, qui sont en gros des gens, des agronomes. Le premier, c'est Norman Borlaug, celui que vous voyez en haut. Norman Borlaug, ça a été la cheville ouvrière de ce qu'on a appelé la Révolution verte, dans les années 60, 70, etc. Enfin, ça a commencé pendant la guerre, avant. C'est un agronome qui, financé par les fondations Ford et Rockefeller, etc., part au Mexique juste avant, pendant la guerre, etc., et essaye de développer des cultivars de maïs, de blé, etc., qui résistent à la fois aux inondations, aux sécheresses, à tout ça. Et tout ça en faisant des sélections accélérées, en déplaçant les tests de culture sur différentes latitudes, vous voyez, pour accélérer le processus et aboutir à des cultivars qui ont sauvé, au dire des turiféraires de la Révolution verte, qui ont sauvé des grandes parties du monde de la faim, etc. Donc il a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail. Et puis la suite de tout ça, bah, c'est les OGM, c'est toutes ces affaires-là, quoi. Et puis, ça, c'est un des 2. Et puis, le deuxième, c'est William Vogt. William Vogt, c'était plutôt un espèce d'ornithologue amateur, mais qui va publier, juste au lendemain de la guerre, en 1947, un bouquin qui va avoir énormément d'écho, qui s'appelle « The Road to Survival », qui est considéré comme un des premiers grands manifestes environnementalistes d'après la Seconde Guerre mondiale. Et dans lequel
Lui, il avait été envoyé sur les côtes pacifiques du Pérou pour enquêter sur la raison pour laquelle les oiseaux chiaient moins de guano sur ces îles. Ça peut vous paraître une curiosité, mais le guano, avant que ne soient utilisés les engrais artificiels, synthétiques, etc., le guano, c'était le grand truc que toutes les grandes nations productrices voyez, se disputaient au point d'avoir des guerres entre elles. Il fallait s'approprier ce fertilisateur naturel absolument. Or, il chiait moins, il y en avait moins, etc. Et donc il est devenu quelqu'un qui a commencé à dire ben, la Terre a des limites. C'était un peu les limites de la croissance avant l'heure. La Terre a des limites, il faut apprendre à vivre en bonne intelligence avec ses limites. Donc, vous voyez, Charles Mann prend ces deux personnages comme l'illustration de deux attitudes. Les uns qui pensent que les limites planétaires sont élastiques et que la science, l'inventivité, etc., va nous permettre de les surmonter, en gros, et qui y arrivent éventuellement, temporairement, en tout cas. Et puis, les autres qui disent non. En fait, vous ne pouvez pas jouer très longtemps avec ces limites, parce que si vous les surpassez pour un temps, comme ça, vous allez les amener à s'affirmer de façon encore plus violente ensuite, en gros. Donc les uns pensent qu'il faut aller au-delà des limites, surmonter les limites, les autres apprendre à vivre en bonne intelligence à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est les magiciens et les prophètes, en gros. Donc dans notre exposition, on a voulu se faire un peu les avocats des prophètes, dans une profession où les magiciens sont assez nombreux. Ici. Alors, vous voyez, ça c'est ce que je voyais de ma fenêtre, parce que j'enseigne aussi à l'EPFL, toujours de l'histoire de l'environnement, et là je suis dans une Mecque de prophètes. Vous voyez, en face, c'est les bâtiments des nanotechnologies, de tout ça, et j'ai eu ça pendant 2 ou 3 ans, je l'ai toujours, d'ailleurs j'ai plus la gueule à côté, mais j'ai toujours le truc, s'inspirer de la nature pour mieux développer des robots. La nature est intéressante, mais pour nous permettre de petit à petit nous en affranchir, en l'imitant bien, etc., et en allant au-delà de tout ça. À l'opposé de ça, vous avez des prophètes contemporains dans le milieu de l'agriculture, comme par exemple l'atelier paysan. L'atelier paysan en France qui mène un travail absolument formidable comme ça pour inviter les paysans, ceux qui existent déjà, ou ceux qui s'improviseraient aujourd'hui, qui deviendraient paysans, à ne pas dépendre de machines qui sont des boîtes noires auxquelles ils ne comprennent rien, qui leur dictent absolument tout leur mode opératoire, comme ça, mais apprendre à les développer, à les créer eux-mêmes, à les adapter, à les réparer, etc. Ne pas être prisonnier, vous voyez, de ce système énergivore des grandes machines. Ou bien, et surtout, la permaculture. La permaculture, c'est une réflexion prophétique, vous voyez, qui s'inscrit dans le programme prophétique. Comment développer des sites productifs, comment vivre correctement, en bonne intelligence avec les limites de la biosphère, des paysages dans lesquels ces pratiques sont développées. Je considère personnellement que le livre de David Holmgren, qui est l'un des 2 cofondateurs du truc, qui s'appelle Principles and Pathways Beyond Sustainability, je le cite toujours en anglais parce qu'il y en a une très bonne traduction française, sauf pour le titre, où ils ont appelé ça Principes et pistes d'action pour un monde soutenable. Non. Le titre, c'est Beyond Sustainability. Ça va descendre de toute façon et il va falloir s'adapter à cette situation. Je précise que donc, je considère que ce livre et que la permaculture, donc cette espèce de rationalité alternative de l'agriculture, est ce qui s'est à peu près écrit de plus sérieux sur la question environnementale aujourd'hui. Qu'en gros, vous pouvez trouver dans ce traité de permaculture quelque chose qui a la même importance théorique que Vitruve. Vitruve, vous vous souvenez de la triade vitruvienne, l'architecture doit être
solide, belle et commode, comme dit Alberti, ou utile, adapté. Bah, en gros, eux, ils réfléchissent à cette triade, vous voyez, pas à propos de l'architecture directement, mais à propos du ménagement des sites. Et donc, la solidité, ça devient la résilience. Voyez, que la commodité ou l'utilité, ça devient l'ergonomie, parce que dans un monde sans énergie, l'ergonomie, ça devient un truc absolument central. Et enfin, la beauté, ça devient... Alors, ça devient quoi? Ils se sont beaucoup inspirés, les permaculteurs, les théoriciens de la permaculture, d'un tout jeune architecte. Moi, quand j'ai lu le traité de permaculture One, qui paraît en 78, la même année que Deleuze New York, donc avec ces deux auteurs incroyables, un mec qui a quoi, 21 ans quand il fait son mémoire de licence, hein, en Tasmanie, et son vieux prof Bill Mollison à côté, braconnier, environnementaliste, quoi. Il cite dans ce bouquin l'architecte Colin Moorcraft. Qui connaît, même parmi les Colin Moorcraft? Moi, ça fait quand même un moment, je suis dans la boutique, je n'avais jamais entendu parler de ce type. Je découvre petit à petit qu'il existait un Colin Moorcraft qui, alors qu'il était étudiant à l'Architectural Association dans les années 70, en même temps que Rem Koolhaas, d'ailleurs, mais pas du tout dans la même crèmerie, hein, ce jeune architecte était un féru d'environnement. Il a même écrit un bouquin qui s'appelle Must the Seas Die, il devait être complètement dingue du commandant Cousteau, tout ça, enfin, vous voyez, qui a été traduit en français la même année, c'était pas n'importe quoi, et il tenait une rubrique dans Architectural Design. Et il publie même, il est le directeur d'un numéro d'Architectural Design qui paraît en juillet 72, qui s'appelle Designing for Survival. On est en pleine montée en régime des grandes questions environnementales. Et c'est un article absolument passionnant, super bien écrit, assez long, dans lequel il fait une critique au couteau, c'est très tôt pour le faire, de la révolution verte et de des dégradations qu'elle a amenées partout, de l'accélération de l'exode rural qu'elle a produite dans plein de régions du monde, etc. Bref, et qui termine sur un chapitre qui s'appelle Beyond Industrial Technology. Comment aller au-delà de la technologie industrielle. Et dans lequel il dit les systèmes techniques qu'on devrait développer, post-industriels, ils devraient avoir au moins 3 vertus. Je ne le donne pas dans l'ordre. La première vertu de ces systèmes techniques, c'est d'être intégrés, il appelle. Et par intégré, il entend qu'ils minimisent les intrants et les extrants. Qui réengagent, c'est toutes les théories du recyclage aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des systèmes qui minimisent à la fois leurs externalités, qui les réutilisent comme intrants, etc., le plus possible. C'est ça qu'il appelle des systèmes intégrés. Première qualité. Deuxième qualité, ça doit être des systèmes, dit-il, qui sont, comment il appelle ça? Flexibles. Et par flexible, il entend concevable, réparable, adaptable, par leurs utilisateurs, dans un rayon, disons, relativement restreint. Pas justement ces boîtes noires. C'est exactement ce que fait l'atelier paysan, en gros. Pas des boîtes noires que vous achetez très loin, que vous ne savez pas réparer, qui vous dictent vos modes de culture, tout ça. Et le troisième point, et c'est ça qui a beaucoup inspiré David Holmgren, il dit que c'est des systèmes dans lesquels chaque élément remplit plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Un fonctionnalisme, donc, mais qui est l'opposé du fonctionnalisme canal historique qui a caractérisé le mouvement moderne, qui s'inspirait de la machine, vous voyez, dans lequel chaque élément doit remplir à fond sa fonction, vous voyez, et quasiment exclusivement. Là, c'est une sorte d'alter-fonctionnalisme, vous voyez, donc une nouvelle rationalité, vous voyez, qui correspond justement à l'époque, en gros, à notre époque, profondément. C'est devenu le motto de la permaculture. Chaque élément remplit plusieurs fonctions, chaque fonction remplit plusieurs éléments. Voilà. Donc, maintenant, j'ai encore 10 minutes ou pas? 10 minutes, je me promets, je m'arrête après. J'ai traduit plusieurs textes de Holmgren qu'on a publiés chez Wild Project, tant je suis
pourtant c'est un de mes héros. Il m'aide à réfléchir énormément. Dans ce bouquin qui s'appelle « Comment s'orienter ». Et j'ai traduit en particulier comme le journal de Xavier, enfin le journal, la revue de Xavier, un chapitre absolument essentiel d'un livre publié par Holmgren en 2010 ou 2009, qui s'appelle Future Scenarios. Dans ce livre, David Holmgren nous explique, au fond, on est confronté, et je trouve que ce diagramme est toujours hyper valable. Il nous dit, au fond, notre monde est confronté à deux types de problèmes en même temps, et qu'il faut penser ensemble. Le premier type de problème, vous voyez, il est symbolisé par cette flèche verticale que vous voyez là, et que vous voyez qui s'appelle global warming, donc réchauffement climatique. Mais, et David serait d'accord avec moi, vous pouvez ajouter plein d'autres choses ici. Vous pouvez ajouter l'érosion de la biodiversité, la raréfaction de la flotte, vous pouvez ajouter l'érosion des sols, etc. C'est-à-dire, cette flèche, elle symbolise la dégradation progressive des conditions de la vie sur notre planète. Laquelle dégradation peut être lente en bas ou rapide et brutale en haut. On ne sait pas où on est exactement. Chaque fois qu'un rapport du GIEC sort, on sait qu'on est un peu plus haut sur ce vecteur. Voilà. Mais il n'y en a pas que ce problème, comme si ce n'était pas suffisant. Il y a un autre problème, qui est la flèche horizontale, où il met déclin du pétrole. Mais là, c'est pareil. Vous pouvez ajouter déclin du gaz, déclin du charbon, déclin de je ne sais pas quoi, peut-être même de l'uranium facilement mobilisable bientôt, mais pas seulement l'énergie. Les métaux, les terres rares, etc. Tout ce à quoi fonctionne l'industrie depuis 2 siècles, et qu'elle a empilé les uns au-dessus des autres, quoi, et qui fait toute la vie et tout le monde dans lequel on vit. Autrement dit, vous pourriez appeler ce second vecteur la diminution progressive de la force de frappe des sociétés humaines pour modifier leur environnement à leur guise, en gros. D'accord ? C'est la diminution de la puissance, en gros. Donc il dit, en gros, pareil, est-ce qu'on a atteint le pic du pétrole? Est-ce que c'était 2008? Est-ce que ça va être... etc. Bon, on ne sait pas exactement, mais on sait dans quel sens ça va, l'entropie. Bon. Donc si vous croisez ces deux vecteurs, voyez, chacun de lent à rapide, voyez, de bénin à brutal, ben, vous obtenez 4 cadrans et 4 types de scénarios. Premier scénario, le plus cool, voyez, en bas à gauche. Lent déclin des ressources et évolution encore gérable, voyez, de la dégradation des conditions de la vie sur notre planète. Ah bah là, dans ce cas-là, en effet, vous pouvez rêver de Green Deal. Vous en avez encore plein sous le coude pour, vous voyez, déployer des batteries d'éoliennes en mer partout. Vous pouvez aller chercher du silicium partout pour faire tout ce que vous voulez, etc. De façon à atténuer la dégradation, voyez, et vous préparer aussi éventuellement au moment où ce sera moins sympa, en gros. Donc ça, on croit tous qu'on est là, en gros. Mais ça, c'est le scénario le plus optimiste. Au-dessus, vous avez un scénario, voyez, où vous en avez toujours beaucoup sous le coude, de la puissance à mobiliser, mais par contre, vous êtes confronté à une dégradation des conditions de la vie beaucoup plus grave. Par exemple, montée des eaux marines sous l'effet du changement climatique. Mais là, vous pouvez construire des digues d'enfer, voyez, pour vous protéger tant que ça fonctionne, quoi. Vous en avez sous le coude, vous avez de la puissance, quoi, voyez, pour combattre la dégradation, en gros. Alors ça, il appelle ça le brown tech. Brown, ce qui veut dire fasciste, hein, en gros. Il dit là, on va sortir assez rapidement de l'économie de marché et tout ça. Là, ça va être la définition même du fascisme qui consiste à faire converger en faisceau la puissance dont on dispose pour aller vers tel ou tel problème, quoi, voyez, avec une lourde... Donc c'est du dirigisme à fond. C'est Chine 2, 3.0, et je dis Chine, mais il y a beaucoup d'autres endroits. À l'opposé de ce scénario-là, vous avez le scénario opposé, dans lequel, allez, ça va encore du point de vue de la dégradation des constitutions de la vie, allez, on reste sous 2 degrés, on va, je sais pas quoi, là. Par contre, vous avez une diminution de la puissance disponible, une diminution, ouais, de la puissance et des machins. Ah ben là, vous êtes dans une situation, un scénario
qui est exactement l'inverse de celui qui a fabriqué la révolution industrielle, qui a empilé de plus en plus de puissance. Vous voyez dessus. Là, c'est diminution de puissance. Bah, dit David Holmgren, vous pouvez vous attendre à cause contraire, effet contraire. Non plus une concentration des populations dans les villes, qui est vraiment le scénario Brown Tech de plus en plus, quoi, mais évidemment, les gens sortent des villes pour aller cultiver l'énergie ou les ressources là où elles sont, et sous leur forme fragile, vous voyez, et dont il faut prendre soin. C'est-à-dire, va vers les ressources au sens propre, parce qu'on utilise ressources pour parler du pétrole, par exemple. Le pétrole n'est pas capable de ressurgir. Ce n'est pas une ressource, c'est un stock quelque part qui est fini. Là, vous devez aller des stocks vers les ressources au sens propre, celles qu'il faut développer, vous voyez, qu'il faut cultiver littéralement. Donc, exode urbain, cette fois-ci. Ça amorce forcément, aux yeux d'Holmgren, un exode urbain. C'est une grosse question à se poser aujourd'hui, si on n'est pas dans une situation où ça va se produire. Enfin, vous avez le dernier scénario qui est le pire, dans lequel à la fois vous manquez de puissance, de plus en plus, et en plus la dégradation est terrible. Alors il appelle canot de sauvetage, ça c'est les survivalistes, vous voyez, c'est les survivalistes, sauvez votre peau, etc. Nouveau féodalisme complet. Il n'y a pas de guerre mondiale, hein, parce qu'on ne fait pas des guerres mondiales avec des petites éoliennes comme ça, mais enfin c'est quand même Mad Max un peu ici et là, etc. Donc vous voyez, je trouve ce truc, c'est pas très marrant à regarder comme diagramme, mais c'est un diagramme très clair et qui... Alors ce qu'a expliqué David aussi, dans d'autres textes, dans celui-là et dans d'autres textes qu'il a écrits après, il dit, attention, ces scénarios, bien qu'ils soient définis par des conditions différentes, ne sont pas totalement exclusifs les uns des autres. D'abord parce que toutes les régions du monde ne sont pas logées à la même enseigne. Lui, il dit, Australien, un Australien, il dit, eux, ils ont plein de charbon encore. Ils ont de l'uranium, ils ont tout ce que vous voulez. Donc, ils en ont un paquet. Et puis, ils sont confrontés, ils se prennent pleine poire les effets, par exemple, du changement climatique avec les Blue Mountains en feu, avec tous ces trucs-là. Donc, lui, il dit, il a écrit un texte qui s'appelle « Welcome into the Brown Tech » pour les Australiens. Et d'ailleurs, il voyait dans la façon dont l'Australie a géré la pandémie du Covid déjà l'apparition de ce genre de truc. Bon. Par contre, la Nouvelle-Zélande est dans une autre situation, par exemple. Voyez, bon. Donc vous voyez bien que toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne, même si, évidemment, géopolitiquement, chacun ne va pas rester chez soi tranquillement dans cette affaire. Mais non seulement elles sont donc pas exclusives les unes les autres géopolitiquement, mais ils peuvent même être ces scénarios être imbriqués les uns dans les autres comme des poupées russes, en fonction du nombre de gens qui parient sur tel ou tel de ces scénarios dans chaque région du monde. Voyez. Et même chez un individu, il fait cet horrible schéma dans lequel il dit on voit bien, il y a des tas de gens vachement conscients écologiquement qui, au niveau domestique, vont être dans le recyclage systématique, pas de plastique, pas de machin, etc. Vont être dans un truc survivaliste. Voyez. Et puis en même temps, eh ben, ils sont engagés civilement, voyez, dans leur communauté locale. Et donc, ils ont une philosophie Earth Steward de coopération au niveau local. Là. Et puis, si c'est un couple, imaginons un couple, qu'il y en ait un ou deux qui bossent dans une entreprise qui fabrique des panneaux solaires, etc., et qui mise un peu de son fric, en gros, mental, dans le scénario Green Tech aussi, et puis qui, enfin, quand il s'agit de voter, éventuellement vote pour des gouvernements assez solides et durs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On est tous, d'une certaine manière, à partager voyez, notre foi sur différentes mises, comme ça, en même temps. OK. Donc moi, ce que j'ai fait dans l'expo, j'ai totalement chanté le reste, hein, et je finis là-dessus. Ce qu'on a fait dans l'expo, c'est un exercice un peu différent, beaucoup moins sérieux que celui de David, beaucoup moins rationnel que celui de David, mais qui consistait, j'ai essayé, en gros, de distinguer les discours que j'entends
depuis quelques années dans le milieu de l'architecture, dans le milieu de l'urbanisme, comme ça, les discours qui tiennent un propos plus explicite, plus ou moins explicite, sur l'avenir, des rapports entre ville-campagne, des rapports entre architecture et agriculture, etc. Essayez de faire un petit distinguo. J'aurais pu en distinguer plus que 4, mais bon, on fait une boussole, c'est déjà, ça va, quoi. Vous pouvez faire les vôtres après. En gros, j'ai distingué donc 4 scénarios. Alors, c'est un peu caricatural, hein. Le premier, bah, c'est un peu un scénario de magicien que j'ai appelé incorporation. Incorporation au sens où la ville, c'est l'industrialisation 3, 4.0, c'est la fuite en avant, si vous voulez, vers la concentration urbaine. C'est les métropoles qui absorbent l'agriculture, laquelle agriculture n'est plus du tout une affaire de paysans, etc., mais de corporations, hein, d'entreprises hautement capitalistiques, etc., super équipées de boîtes noires dans tous les sens, de drones, de machines, etc. Donc, en gros, je l'ai représenté comme ça. On l'a représenté comme ça avec Martin Etienne, des villes denses, avec des buildings that grow food, éventuellement construits par MVRDV, voyez, dans le truc. C'était l'intégration, vous voyez, cette espèce de discours là. Et puis, une agriculture gérée technologiquement à côté. On a même fait figurer, vous voyez, le Superloop d'Elon Musk là, qui permet de relier ces métropoles les unes aux autres. Il y a probablement une fusée qui va sur Mars à côté. Il y a évidemment beaucoup de centrales nucléaires pour tout ça. Et je n'ai pas réussi à le représenter, mais il y aurait d'immenses réserves naturelles où des scientifiques étudient, voyez, pour mieux construire des robots, le fonctionnement de la nature par biomimétisme, en gros. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, je l'ai appelé négociation. Alors lui, il est très populaire. Il était en tout cas très populaire dans les milieux de l'architecture. C'est l'idée que, ah oui, les villes, elles vont continuer à croître, c'est inévitable. C'est inévitable, mais elles vont s'hybrider. Elles vont, comment dire, elles vont intégrer l'agriculture au titre de leur programme. Voyez. Donc c'est plutôt un programme à la Frank Lloyd Wright, voyez, de Broadacre City, ou à la Paola Vigano. Aujourd'hui, c'est la ville horizontale, comme ça, qui se diversifie. Vous voyez, il y a des fermes dedans. C'est assez technique aussi, mais pas forcément. Donc c'est le régime urbain qui s'étend comme ça. Okay. On pourrait appeler ça, plutôt que de l'agriculture urbaine, de l'urbanisme agricole. C'est l'urbanisme, oui, la ville continue, mais l'urbanisme intègre, voyez, l'agriculture et l'élevage. Troisième scénario, alors là, ça c'est plus proprement ce qu'on entend par agriculture urbaine. Là, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire c'est des tas d'endroits dans les villes existantes, par exemple, des terrains vagues, des toitures, des talus, etc., qui se mettent à être cultivés dans les villes. C'est des initiatives comme ça qui percolent dans les tissus urbains. C'est aussi les urbains qui s'abonnent à des arrière-pays à travers des AMAP pour avoir des paniers, etc. Vous voyez, c'est plutôt là l'agriculture, c'est le mouvement inverse en fait. C'est plutôt acupuncturel, vous voyez, mais ça peut être massif. Ça peut être massif. Pensez à Detroit. Hein, effondrement de l'industrie automobile, ça fleurit partout. Pensez à la Havane, après, dans la période spéciale, plus d'importations soviétiques. D'un seul coup, c'est la capitale de la permaculture, absolument partout. Et puis enfin, je m'arrêterai là en fait, j'avais prévu autre chose après, mais c'est pas grave, on en parlera. Enfin, dernier scénario qui est vraiment l'opposé du premier, c'est sécession. Là, on l'a appelé, quand on fait des expos, on ne fait pas dans la dentelle. Donc on l'a appelé sécession, ça veut dire ça regroupe toutes les initiatives aujourd'hui de gens, de voisins, d'amis, etc., qui s'organisent, même s'ils sont dans l'orbite des métropoles ou métropolitaines aujourd'hui, qui s'organisent pour devenir plus indépendants au niveau local, notamment sur les questions nourricières, etc. Donc ça, j'ai appelé ça, sécession. C'est représenté caricaturalement comme ça, où vous voyez un exode urbain se produire, de nouveaux villages ou d'anciens villages se refaire, etc.,
c'est un peu, voilà, bon, voilà, c'est ça. Je vais m'arrêter là parce que, voilà, c'est l'expo. Le reste, vous le trouverez dans le livre, ou sur un site internet qui existe d'ailleurs, dont je pourrais vous donner l'adresse ensuite. Donc on nous a demandé comment dire, de réagir et de discuter un peu avec toi sur cette question, sur ce que tu nous as présenté. Moi j'avais prévu des trucs du coup qui ne sont absolument pas pertinents, mais c'est pas grave, parce que tu nous as emmenés ailleurs et c'est très bien. C'est pas qu'on n'a pas de choses à dire. Je pense que je vois que pour Marie c'est à peu près la même chose. Ou alors t'as des. Alors moi j'ai 2 questions. Toi tu as. On verra. Ok. Alors, est-ce que moi, à la limite, ce que je te propose, c'est moi j'ai 2 questions, je peux te les dire assez rapidement. Après, je peux te passer la parole et puis tu vois ce que tu en fais. Et puis après, on ouvrira la discussion aux camarades de la salle. Alors, bon, moi, je suis un peu monsieur politique dans l'affaire et camarade est un peu sur la question plus sol, agriculture. C'est ça un peu en gros. Rapidos. Alors, d'un point de vue politique, parce qu'il y a énormément de références politiques dans ton livre, Kropotkin, Marx, Rosa Luxembourg, voilà. Tu fais partie des gens qui, quand on adresse la question architecturale, l'envisagent de manière extrêmement large, pas uniquement le beau détail bien réalisé, mais comme mode d'établissement humain. Et dans ce travail, tu ne dissocies pas la question politique de la question architecturale, on va dire. À tel point que tu nous parles, voilà, en gros, pour tel mode d'établissement humain, il y a le fascisme, ou celui-là, c'est plus... voilà, bon. Et du coup, il y a une tension un peu dans tes références entre des références ouvertement anarchistes et des références un peu marxistes. On est du côté de la tentative d'émancipation, hein, pas du côté de ceux qui veulent mettre tout le monde en prison, tout ça. Donc, la question que je me pose, c'est quel est le modèle politique de ce qu'on voit dessiner en fait dans ces mondes? Parce qu'on sait, par exemple, l'exode rural a été provoqué par le capital, un peu manu militari. On a dit aux gens, allez bosser là. Les travaux d'Andreas Malm récemment ont montré que le choix des énergies fossiles n'était pas une nécessité historique, mais un choix politique réalisé pour maîtriser les populations, avoir une production gérable. Bon. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va le quitter dans l'autre sens de manière massive? Pour l'instant, tu as une formule un peu sympathique, qui est la clé des champs, qui suppose un abandon. Ça fait penser un peu à Jérôme Bachet, l'adieu au capitalisme, ça fait penser aux expériences zapatistes. Voilà, mais quand est-ce qu'on atteint la masse critique? Parce que j'ai ramené quelques bouquins là, mais que ce soit à Frédéric Lordon, dans Vivre sans, quand il dit voilà, on va quand même avoir besoin d'institutions, vivre sans police, vivre sans tout ça, ça va être compliqué. Ou alors il dit, ou alors il va falloir peut-être décider de ne plus vivre aussi longtemps. Par exemple, on oublie les hôpitaux, les scanners, tout ça, et donc on revient aussi à un mode de vie plus court, par exemple la mortalité. Bon, voilà. Donc quelle est la dimension politique du projet? Et notamment entre des références un peu très individualistes, parce que tu critiques un peu le planisme urbain, tout ça, donc tu tends plus vers des formes d'anarchie et de micro-société, mais la théorie marxiste qui, elle, pense prendre on va dire le pouvoir pour la dissolution de l'État, voilà, comment est-ce qu'on pense ces infrastructures vers cette évolution? Je ne sais pas si ça fait partie des travaux que tu as. Alors ça, c'est la grosse question 1, et je te fais la 2, qui est un peu plus rapide. C'est Joseph Beuys, qui très tôt, enfin on va dire dans le monde de l'art contemporain, a commencé à s'occuper vraiment de la défense de la nature. J'ai ramené un livre là qu'il a fait là-dessus. Il disait ça sert à rien de sauver les arbres si on les aime pas, parce qu'il disait dans une certaine mesure, on est toujours dans un rapport instrumental à la nature. S'il faut sauver la planète juste parce que c'est la seule manière que nous on a de vivre dessus, en fait, on reste dans un rapport extrêmement rationnel à la nature. Et il y a énormément de références, ça fait comme un dégradé très très fin. Et tu termines, je crois, par Vandana Shiva. Mais il n'y a pas j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Alors peut-être que c'était pas encore très développé à l'époque, parce que ça fait comme quelques années. Mais il y a aussi maintenant un discours
qui est beaucoup sur Léna Ballot, par exemple, Nous ne sommes pas seuls. Paul Guilibert parle d'un prolétariat de tout le vivant, c'est-à-dire d'intégrer comme des camarades les animaux, les oiseaux, les insectes, dans un projet qui soit inclusif, ou alors, et qui ne soit pas rationnel de dire à la nature ce qu'elle doit faire. Et il y a un très beau texte aussi de Kant Takiros et Alyosha Aimov qui disent qui parle pour les non-humains. Voilà, quelle est leur place à eux pour qu'on ne reste pas dans cette relation très instrumentale à la nature, malgré cet exode urbain. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, c'est les deux grosses... voilà. Est-ce que tu veux les deux de Marie en plus ou enfin un gros paquet? Non, parce que j'ai pas un cerveau qui va me permettre de suivre si je prends pas les choses dans l'ordre. Et même dans l'ordre, je vais avoir du mal. Sur la première question, quel est le modèle politique qu'il y a derrière tout ça? Alors, c'est terrible à dire, mais c'est le bouquin mon projet est totalement inachevé de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas. Your guess is as good as mine, comme on dit en anglais. Simplement, donc c'est un bouquin qui est un peu, comment dire, je collectionne des fiches. Un peu, tu vois. Je dois dire que j'ai pas eu, ça je vais faire une petite confession autobiographique. Moi, c'est les questions environnementales qui m'ont surtout politisé, et encore politisé jusqu'à dans le flou, un peu comme ça. Je n'ai pas un agenda politique que je traduis dans les questions. C'est les questions environnementales, machin. Donc je collectionne pour l'instant toutes sortes de remarques comme ça, ou comment dire, d'esquisses de solutions ou de stratégies proposées par exemple par la permaculture ou par d'autres. Donc je n'ai pas un plan, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est une des choses, un des problèmes qui m'amène aujourd'hui à m'intéresser aux planificateurs, et notamment sous leur forme que j'ai juste abordée avec Bratton, qui est lui carrément un planificateur à la dure, qui est un avocat de la technocratie, tout à fait clair et ouvert là-dessus. Il pense que c'est dans les milieux de la technique et de la technocratie que la politique se fabrique déjà, pour partie, et doit être assumée comme ça. Bon. Donc évidemment, c'est pas ma tasse de thé. Évidemment, c'est pas ma tendance comme ça. Mais je n'ai pas. Donc je sais que c'est un livre qui est absolument pas résolutif de ce point de vue. J'ai pas de stratégie. On pourrait continuer à discuter là-dessus, mais en gros, si je suis honnête, non, j'ai rien à dire. La deuxième question, c'était quoi sur interespèces Qui parle pour les non-humains? La rationalité, parce que dans la permaculture, il y a une mise au travail du vivant quelque part. Ouais. Il y a une mise au travail du vivant. Donc on reste dans ce rapport un peu rationnel à la nature, qui nous est extérieur, maître et possesseur de la nature, où on la laisse s'organiser toute seule pour nous. Et ça fait pas état c'est une des rares références à tous les mouvements écolos, parce que tu vas même chez les écoféministes, tu vas vraiment de manière d'un spectre très large. Mais il n'y a pas ce dernier mouvement qui se développe un peu quand même pas mal maintenant, de laisser un autre rôle à la nature que celui qu'on lui assigne. Oui. Non, en effet, on n'est pas entré en matière tellement là-dessus. Maintenant, dans la permaculture, tu vois, par exemple, quand Holmgren reprend ce fameux article de technologie post-industrielle de Moorcraft, dans lequel il dit chaque élément remplit plusieurs fonctions, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments, un des exemples qu'il donne souvent, c'est la poule. C'est l'élément poule, qui est un espèce de usual suspect des sites de permaculture, où, évidemment, dans les élevages en batterie, la poule, c'est une pondeuse. Sa fonction, c'est de pondre, en gros.
C'est une machine à pondre. Dans un système de permaculture, elle remplit plein de fonctions et elle a plein de besoins. Elle a besoin d'affection, elle donne de la chaleur, mais elle a besoin de chaleur. Je sais pas quoi, elle gratte le sol, donc elle fait du labour gratos. Elle peut picorer d'autres choses. Donc il est évident que c'est une rationalité. La permaculture vise une espèce de rationalité, mais dont l'effet est d'une certaine manière d'émanciper en comprenant l'ensemble des acteurs du système. Donc ça, c'est une première réponse pour dire l'interspécisme n'est pas inaccessible à la rationalité. Je peux dire un truc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus ? Ça, c'est une profession stratégique. Voilà. Non, mais et puis, tu vois, par exemple, le discours. J'ai parlé de ce plan de Wilson, un fameux truc qui a beaucoup inspiré Stewart Brand, par exemple. Stewart Brand, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Stewart Brand, c'est quelqu'un qui, dans les années 70, crée le Whole Earth Catalogue, qui a été le grand livre manifeste. C'était un bouquin incroyable dans lequel vous trouviez la manière de construire un dôme à la Buckminster Fuller pour vivre à la campagne, des trucs un peu informatiques pour être indépendant. Bref, c'était tous les outils pour vous aider à vous barrer. C'était génial d'ailleurs, le grand motto du Whole Earth Catalogue, c'était l'inversion de la première phrase du manifeste du Parti communiste, c'était « Travailleurs de tous les pays, dispersez-vous ». Vous voyez ? Parce que comme ça, peut-être que le système capitaliste va s'effondrer plus facilement si vous vous barrez, en gros, du truc. C'est le même raisonnement que fait Holmgren. Holmgren qui, dans des textes comme ça, dit si 5%, allez, 5%, c'est déjà énorme, des classes moyennes décidaient d'échapper en grande partie au système marchand, il n'aurait pas de marge de manœuvre pour survivre. En gros, ça c'est un truc qui revient chez beaucoup de discours comme ça anarchistes. En tout cas, Stewart Brand, donc c'était le grand chantre comme ça du retour à la terre, on se barre de la société militaro-industrielle, etc. Et puis en 2009, il publie un bouquin qui s'appelle Whole Earth Discipline. Là, il s'agit d'une autre affaire, là, dans lequel il dit je me suis trompé. Je me suis gouré, je me suis trompé. Je croyais que les dômes de Buckminster Fuller étaient habitables. Je pensais qu'on pouvait prendre de la cocaïne sans problème. Je pensais que tout ce qui était small était beautiful, etc. Or, les problèmes environnementaux sont d'une telle ampleur qu'on ne peut y répondre qu'avec la grosse artillerie. Et du coup, maintenant, en gros, il est pour une stratégie de concentration. Il est explicite. Concentration. Les problèmes de population, concentrer les gens dans des villes le plus possible. Ils feront moins d'enfants. C'est prouvé, même dans les bidonvilles. Vous les concentrez, ils font moins d'enfants. Énergie nucléaire. Nucléaire, parce que les déchets, certes, mais au moins ils sont concentrés, repérables. Ils ne sont pas diffus comme le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, des autres trucs comme ça. Nourriture, OGM. Avec eux, au moins, vous pouvez prévoir à peu près, vous voyez, la nature ne vous décevra pas. Comme ça, vous contrôlez davantage l'affaire. Et puis, si ce n'est pas suffisant, géo-ingénierie, en gros. C'est vraiment devenu un chantre de ça, et c'est une grosse inspiration pour Bratton, d'ailleurs, donc de ce qu'on appelle l'écomodernisme, en gros. Même si on peut accuser l'industrie ou l'ère industrielle d'avoir causé ces problèmes, ce n'est que dans la poursuite de sa logique qu'on pourra, en allant plus vite, d'une certaine manière, qu'on pourra échapper aux problèmes qu'elle a fait. Donc on est pris dans la course, en gros. C'est toute la thèse accélérationniste, en gros, à gauche. Et pourquoi je disais ça ? Oui, juste, je finis. Il y a beaucoup d'antispécistes chez ces gens-là. L'idée de dire on va partager la Terre avec la nature, d'une certaine manière, il y aura la nature d'un côté, et puis il y aura les humains et les plantes qui
qui rendent esclaves ailleurs, quoi, en gros. Donc, non, moi je trouve ça super, hein, les discours antispécistes. Mais je pense qu'il y a des questions, comment dire, d'urgence, oui, de survie, quoi, qui engagent ces questions, mais ces questions ne doivent pas non plus nous aveugler, quoi, totalement. Enfin bref, je ne sais pas si je m'exprime très bien sur ce sujet, mais... Alors, je vais revenir un petit peu à architecture. Tu le dis dans la conférence et tu l'écris clairement dans l'ouvrage. Ouvrage d'ailleurs que j'ai lu avec exprès là pour la conférence, avec énormément de plaisir. J'ai pas vu les expositions. Alors, les deux sœurs et les fées jumelles, même architecture-agriculture, en fait, c'est le texte qui retrace cette exposition. C'est une espèce de chronique d'un effondrement. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai lu, d'un effondrement, enfin de l'effondrement du monde contemporain, qui est un peu construit comme un conte. La façon dont sont introduites chacune des parties, je trouvais assez clair là-dessus, sur où le lecteur, où... Et puis à un moment donné, c'est où l'architecte, c'est le D. Alors j'ai soupçonné que c'était Koulas, l'architecte, mais peut-être tu me l'as confirmé avec ta présentation, où l'architecte se réveille tout à coup, dans ce conte de l'effondrement, il se dit, mais en fait, la destinée manifeste de l'humanité, c'est pas la métropole. Puis là, donc, on remonte un petit peu, progressivement, on retrouve un peu d'espoir, et on retrouve un peu d'espoir avec les nouveaux chapitres, d'ailleurs, que tu apportes dans ce Workings Process. On a compris que c'était, d'abord, il y avait 6, tu les appelles des jardins idéologiques, d'ailleurs, hein, voilà, les 6 jardins idéologiques, et puis après 8, qui portent les lettres A, B, C, D, E, F, GH, hein, c'est ça, voilà. Et alors, dans ce conte sur l'effondrement, j'ai l'impression que progressivement, l'architecture lâche la main de l'agriculture. Et donc toi, tu prônes l'idée de les faire se retrouver par la question de la permaculture. J'ai l'impression que cette espèce d'idéal, quand même, qui est très présent, peut-être moins dans ta présentation là aujourd'hui, mais vraiment très présent dans le bouquin, où tu prônes en fait cette idée d'une permaculture comme une solution possible pour réfléchir au monde. Ça me semble assez contradictoire en fait avec le discours ambiant, et notamment, je pense, en tout cas sur la possibilité de les réunir sur un même lieu, qui est un petit peu peut-être, en tout cas, la question de la convergence des lieux paraît importante dans la notion de permaculture. Notamment avec l'objectif ZAN qui est présenté qui a été travaillé par France Stratégie et qui est présent dans la loi Climat et Résilience, qui sépare. Alors, j'ai pris la liste là parce que quand même elle est assez manifeste, cette liste, qui est un des premiers décrets d'application de cette loi classifie en fait les sols. D'un côté, il y a les surfaces artificialisées et les surfaces non artificialisées. Alors, il n'est pas question de nature. Hein, encore que le terme de nature rentre dans le texte. Et on trouve par exemple dans les surfaces non artificialisées les surfaces naturelles dont les sols sont nus, donc sable, galets, rochers, fins minéraux, y compris les surfaces d'activité extractive des matériaux en exploitation, soit couverts en permanence d'eau ou de neige ou de glace. Donc il y a toute une série de paradoxes. On peut se demander est-ce que c'est une surface non artificialisée ou non, donc ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, cette classification telle qu'elle pose, artificialisée ou non, qui fait plutôt penser au premier scénario, à la première boussole que tu montres, qui serait de dire on sépare complètement, on fait une sorte de réserve sacrée, finalement, on sacralise une partie du sol, et puis de l'autre côté, on fait ce qu'on a à faire, qu'on détruit à volonté, on abuse dans la notion de propriété, on abuse du sol, on en fait un petit peu ce qu'on en veut, le reste est sacré, et qui en fait, quand même, à travers une loi, enfin, c'est quand même extrêmement fort de se dire qu'une loi est en train de définir, de créer cette dialectique entre deux types de sols de façon très marquée. Donc voilà, comment est-ce que tu réagis ? Ça paraît assez antagoniste avec la possibilité de la permaculture. Je crois, oui. Je crois. Oui. Moi, j'ai pas j'ai rien à dire de très profond sur la ZAN et sur toutes ces choses-là. Simplement, évidemment que quand on parle de sol,
Alors la ZAN, c'est un dispositif maintenant qui s'appelle la zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que c'est des dispositifs réglementaires qui sont destinés à limiter, voire à interdire la poursuite de l'artificialisation des sols par la construction ou par toutes sortes de choses comme ça. Bon. Et c'est une zéro artificialisation nette et non pas brute, parce que, en gros, il y a des négociations qui sont possibles entre des territoires qui seraient rendus à la non artificielle alors qu'ils l'étaient, etc. Bon. Des compensations et des choses comme ça. Bon. C'est vrai que le concept d'artificialisation, il est un peu simplet, parce qu'il y a beaucoup de terres agricoles qui sont des terres totalement artificialisées et totalement appauvries et totalement tuées. Donc il n'y a pas que l'architecture et l'urbanisme qui artificialisent les sols, il y a sacrément l'agriculture. L'agriculture est une des tueuses de sols les pires aujourd'hui, quoi. Donc il y a un problème là-dessus. Il y a un autre problème, par exemple, évidemment que quand qu'on défend l'idée qu'il faudrait qu'un exode urbain va peut-être se produire et qu'il aurait même peut-être intérêt, franchement, à se produire, alors c'est à une toute autre organisation du territoire qu'il faut regarder. Quid, par exemple, des nouveaux paysans, par exemple, qui veulent s'installer, auxquels les anciens paysans qui sont liés à une retraite par capitalisation ne peuvent pas vendre leur ferme, ouais, qui soit de toute façon trop cher, et à qui on interdit de construire à proximité des endroits qui cultiveraient. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Un exode urbain, ça ne va pas se faire sans qu'il y ait une réorganisation et en partie une reconstruction, ne serait-ce que pour sauver les sols de leur artificialisation par l'agriculture. Donc oui, toute l'exposition, en gros, essaye de suggérer que les problèmes agricoles et les problèmes architecturaux devraient être réarticulés ensemble. Mais si la solution, ça consiste à dire « Ok, allez, on n'empiète plus, on reste dans l'empreinte des villes actuelles et avec leur mode de consommation actuel et avec le type d'agriculture qui permet ces concentrations et ces choses-là, c'est débile. On ne va pas pouvoir arrêter un mauvais processus, il faut changer de processus et par conséquent étendre la notion d'artificialisation à l'agriculture industrielle. Mais ça, évidemment, ça c'est... Donc l'exode urbain, c'est une révolution. Mais en gros, l'Atelier paysan a publié un bouquin absolument fondamental, hein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais lisez ça, toutes affaires cessantes, qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines ». Manifeste pour je sais pas quoi. L'Atelier paysan, donc, c'est des gens qui vous expliquent aujourd'hui qu'il faudrait en France que dans les 10 années qui viennent, il y ait 1 million de nouveaux paysans pour cultiver sainement la terre. Tout de suite, déjà 1 million, quoi. C'est un exode urbain. 1 million de nouveaux paysans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y en a à peine 400 000 en France. Aujourd'hui. Donc ça veut dire tripler tout de suite le nombre, et ça ne suffira même pas de tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, on est dans l'ordre d'un mouvement vers une reconception de nos modes d'existence et par conséquent de la géographie. Donc oui, la ZAN, je trouve, c'est, disons, sans doute très bien hein, comme mesure transitoire. Voyez, ou limitative, mais d'atténuation, disons. Mais c'est sûrement insuffisant, même conceptuellement. Alors, j'avais une autre, peut-être une remarque. J'avais eu plein d'autres questions, comme Xavier, mais plein de choses qui ont été abordées dans la présentation. Sur les 4 boussoles prospectives. Sur une boussole, pardon. Une boussole prospective avec 4 orientations. Je me pose la question de la représentation, sur la question de cette question-là, de ce sujet, en fait. Alors, est-ce que je peux me permettre d'être critique ?
Voilà, bon, désolé. Il y a une chose qui m'a frappée dans ces représentations, c'est qu'elles sont surplombantes. 3, à part la dernière sur la sécession, sont des plaines. Il y en a une qui est légèrement vallonnée, parce que ça donne un peu de pittoresque, je dirais. Il y a une forme comment dire, de dualité aussi dans la représentation, avec le gris pour la ville et le vert pour le végétal. Donc ça, c'est et finalement, et à chacun de ces scénarios correspondent aussi des formes bâties, des typologies, des archétypes architecturaux très spécifiques. Alors, c'est très satisfaisant comme en termes d'illustration, mais toi-même tu l'as dit d'ailleurs, hein, le côté un peu peut-être pas radical, mais un peu caricatural. Voilà, c'est l'adjectif que tu as utilisé dans cette représentation. Et je me pose la question, puisque là, comme on est face à un auditoire d'étudiants en école d'architecture qui sont extrêmement confrontés à cette question-là, de qu'est-ce qu'on représente en fait, quand on a quelque chose à dire finalement d'un monde qu'on organise. Voilà, je me pose la question de l'image comme projection d'un monde idéalisé, comme seul levier donné à l'architecture pour convaincre de sa légitimité à vouloir retrouver sa sœur jumelle. Je prends toutes les critiques avec... je les comprends. Je les comprends. Comme je disais, quand on fait des expositions un peu de cette taille ou de cette ambition, on fait un peu des compromis. C'est-à-dire que, en gros, on essaye de faire... Je fais des simplifications et des caricatures. Je me dévoue pour faire des caricatures. Après, on dit toujours, c'est plus compliqué que ça. Oui, tout est plus compliqué que ça, etc. Mais déjà, en gros, c'est comme ça. Alors, sur les types de paysages qu'on a représentés, c'est clair qu'on est très Île-de-France dans les types de paysages qu'on a représentés. C'était très, très compliqué parce qu'on peut représenter n'importe quel type de paysage. Pourquoi prendre l'Europe aussi? Pourquoi prendre, tu vois, des choses comme ça? Donc oui, c'est des territoires un peu bateaux, avec des tubards pour représenter l'architecture qui nous paraissent être l'air de la chanson, en gros, dans ces différents scénarios. C'est pas très convaincant, aucun de ces représentations en soi, mais c'est pas trop le but. Le but, c'est d'essayer de faire distinguer un peu rapidement, quitte à trouver que c'est pas... Oui, il pourrait aussi y avoir ceci ou cela, etc. Moi aussi, hein, par exemple, je trouve qu'on devrait mettre ceci différemment, etc. Là. Mais pour faire saisir, en gros, le sujet, quoi, de tout ça. Voilà. Très bien. Juste un truc, oui, sur... Ah oui, mais... Est-ce que pour les étudiants de voir des trucs comme ça, est-ce que c'est bien, tout ça? Par exemple, en permaculture, souvent, les designs, y compris de David, quand il fait ses schémas, etc., sont pas très beaux, sont même un peu moches, pour le dire. Et d'ailleurs, je sens bien que chez beaucoup d'architectes, c'est un truc qui, la permaculture... vous voyez, Colas, par exemple, vous lui montrez des trucs... Je l'ai fait, hein. Il sourcille pas, hein, mais beaucoup de sa cour, là, derrière, disent oh, horrible, ces trucs-là. Et c'est vrai. Mais par contre, les schémas des permaculteurs, ou de certains en tout cas, et de David Holmgren, ils ont du fond, ils ont du contenu. Et je ferai une grosse distinction avec beaucoup de productions de représentations architecturales qui sont souvent très jolies, mais très confuses. Vous voyez, très confuses. Et donc je suggère aux architectes de se mettre au service des permaculteurs pour rendre leur dessin plein de contenu plus expressif, plus séduisant qu'ils ne le sont. Très bien. Bon entendeur. Ça serait pas mal qu'on maintenant vous laisse la parole aux camarades. Alors, je vois tout de suite, évidemment, une rangée de profs qui a beaucoup de choses à dire. Je commence par... J'ai noté... Est-ce qu'il y a des étudiants, des étudiantes qui veulent prendre la parole? Voilà. Et puis, on gardera les... Alors, il y a une personne ici, une personne là. Tu veux bien donner le...
moi, ça sera bref, mais parce que j'aurais bien aimé que ça soit clair. Enfin, ça fait plusieurs fois que je t'entends. Merci encore. Moi, je pense parce que toujours la question qu'on se pose finalement, c'est qu'est-ce que, en tant qu'archi, en quoi ça nous nourrit finalement. Il y a deux dimensions dans tout ce que tu développes. Me semble-t-il, il y a une dimension qui a à voir avec les liens spatiaux et fonctionnels, etc., entre ce qui est de l'ordre de l'agriculture et ce qui est de l'ordre de l'architecture. Ce que la question qu'a posée Marie, c'est-à-dire les différents scénarios de cohabitation, etc., qui engagent une nouvelle manière de considérer le rapport entre ce qui est bâti, ce qui n'est pas bâti, etc., qui nous nourrissent certainement. Mais il y a quelque chose d'autre sur lequel tu insistes assez peu, mais qui, à mon avis, est tout aussi essentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est en fait sur la manière de faire de l'architecture. Parce que quand tu dis la permaculture, c'est un élément à plusieurs fonctions, et chaque fonction est prise en charge par plusieurs éléments, c'est une remise en cause fondamentale du paradigme fonctionnaliste dans lequel on baigne toujours quand même. Et donc ça devrait nous nourrir, enfin, ça devrait transformer complètement notre rapport au design, notre manière en fait de dessiner. Et il y a quand même cette double, me semble-t-il, cette double dimension qui est à la fois spatiale et méthodologique en gros. Enfin, c'est comme ça que j'interprète ton travail, qui pour les architectes c'est absolument fondamental. Tout à fait d'accord. Super compliqué de formuler ma question, j'espère que je vais être claire. Mais en gros, vous parlez d'un couple de jumelles. Et je me demande si dans votre système, il ne manque pas quelqu'un d'autre pour former un triplet, justement. Et parce que ces deux jumelles-là, comme vous l'avez dit à un moment, elles artificialisent le sol, elles touchent le sol. Mais toujours dans la question d'utilité. Il y a toujours cette question-là d'être utile et de toujours chercher une utilité. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que tout à l'heure, je vous cite, vous avez parlé de solidité qui donnerait la résilience, la commodité qui donnerait l'ergonomie et la beauté. Je ne me souviens pas que vous ayez donné quelque chose. Et du coup, est-ce qu'on est obligé de toujours penser ce monde comme devant être utile à ce système? Et est-ce que justement, si on ne veut pas sortir de ce système, il ne faudrait pas penser à accepter que il y aurait autre chose de pas utile qui en fait est utile, mais vous voyez, de pas être dans ce système de capitaliste finalement. Et je ne sais pas quelle question j'ai à poser, mais juste je voulais ouvrir. Est-ce qu'il manque pas quelqu'un? Voilà. La beauté. La beauté ou autre chose qui... Oui, la beauté, j'ai rien dit, non, parce que je vois rien de absolument clair à extraire du discours de la permaculture sur cette question. Sinon, en gros, quelque chose qui a à voir avec la proportion. La proportion dans la dépense, la proportion dans, au fond, ce qui est beau, si je me mets à la place de David Holmgren, avec qui j'ai beau discuter là-dessus, c'est le fait que, c'est quelque part le fait, j'allais dire un gros mot, que ça fonctionne. C'est-à-dire que même visuellement, sensiblement, on sent que les choses sont proportionnées à ce qu'elles représentent ou à ce qu'elles coûtent ou à ce qu'elles sont. Voyez, et c'est une définition de la beauté qui me paraît assez juste. Le sentiment que les choses s'emboîtent. Alors ça revient un peu à la question de chaque élément remplit plusieurs fonctions, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Vous pouvez avoir le sentiment que cette multifonctionnalité des éléments fait que les choses s'emboîtent et sont gracieuses. Vous voyez, qu'elles ne sont pas protagonistes d'un seul coup, qu'elles ne pètent pas plus haut que leur cul, comme on dit, vous voyez, d'une certaine manière, qu'elles disparaissent, vous voyez, dans leur concert, en gros. Voilà. J'aurais encore peut-être une suggestion à faire. Je trouvais ça très intéressant, le rapport à la fonctionnalité. Pour avoir été en Allemagne et en université, on voit que les Allemands est un pays qui ont totalement abandonné le nucléaire
il se retrouve dans un dilemme à comment avoir de l'électricité, comment avoir de l'énergie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai vu en Allemagne, et j'étais un peu déçu, et je me suis confronté à un mur où c'était des solutions qui étaient totalement digitalisées. On était dans le panneau solaire et le tout électrique. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment un dilemme dans la fonctionnalité de l'architecture, que quand on veut prétendre à faire un projet qui est écologique en architecture, c'est extrêmement difficile, parce qu'il y a vraiment ce dilemme de la fonction où on veut aller vers pas une dépendance technologique, où on veut vraiment essayer de trouver la solution. Et je pense qu'il y a une vraie source de réflexion à avoir là-dessus. Ce que votre réflexion m'inspire, et c'est d'ailleurs un peu lié avec la précédente question, c'est la question de la mesure et de l'échelle. C'est pas parce que un système énergétique est vertueux au sens où il n'est pas fossile que développé à une certaine échelle, il ne devient pas aussi délirant que les autres. C'est un peu ça le gros problème. Un problème qu'a bien décrit, par exemple, Anat Singh dans son livre là, Le champignon de la fin du monde, où elle parle en fait de la quête toujours de solutions scalable. C'est-à-dire que, vous savez, quand des permaculteurs parlent avec des capitalistes Green Deal, ils disent vous n'allez pas me vendre l'idée que la permaculture, c'est pas scalable. Vous voyez, les solutions les plus parfaites sur le plan permaculturel sont fondamentalement locales, c'est-à-dire qu'elles tiennent compte d'une contingence de choses qui sont là. Vous ne pouvez pas prendre ce modèle-là et puis le gonfler à une échelle de dingue, voyez, etc. Il devient débile, ce truc-là. C'est le problème un peu aujourd'hui avec des systèmes techniques qu'on entend développer à l'échelle hyper-industrielle, comme les batteries d'éoliennes, qui deviennent délirants, enfin qui peuvent devenir délirants. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'il y a de la part de vérité dans tout. D'abord parce qu'on ne vient pas de nulle histoire et qu'on est en face d'une situation dans laquelle il faut peser différentes décisions à la fois. C'est pourquoi moi personnellement, j'ai toujours un problème avec les discours radicaux antinucléaires. Non pas que je pense que les systèmes nucléaires sont capitalistiquement dingues, qu'ils vont en gros nulle part, mais je peux tout à fait concevoir que la situation dans laquelle se trouve un pays comme la France, par exemple, qui a investi massivement et qui continue d'ailleurs d'investir dans ce truc-là, puisse pas se dire comme ça, c'est pas si facile, quoi. Je veux dire, tout ça, c'est tout le problème de comment on appelle ça, du travail de Landivar et tous ces gens-là sur les communs négatifs. On hérite de tas de situations qu'il faut gérer, et les gérer, c'est pas simple, et ça se gère dans le temps, et ça se gère autant que possible. Mais je crois que, par principe, d'une certaine manière, les solutions qui sont scalable, par exemple tout ce qui porte le nom de smart, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le smart ? Si vous réfléchissez bien, à chaque fois que vous entendez le mot smart, vous pouvez vous dire que c'est la marque assez certaine d'une solution déraisonnable. C'est-à-dire d'un système scalable, vous voyez, c'est tiroir-caisse, parce que ça marche là, puis vous l'étendez, et puis c'est toujours le même principe, et ça marche. Donc ça, c'est de la rationalité industrielle. Donc des tas de dispositifs qui pourraient avoir plein de sens, comme l'éolienne locale que vous gérez voyez, à l'échelle micro-collective ou collective, etc. Dès que ça devient des batteries, dès que ça devient capitalistique, quoi, ça... Voilà. C'est ton pote Koulas qui a dit « Smart cities are stupid ». Bon, je me permets d'intervenir. Peut-être, ça fait 2 heures qu'on est là. Ça commence à faire un peu. Je sens qu'il y a les fourmis dans les fesses un peu. Moi, je vous encourage. Bon, alors d'abord, on va reprendre la tradition comme l'année dernière. Il y avait quand même encore une vraie question importante, tout ça, où on se dit qu'on la pose dehors et qu'on la discute avec une bière. C'est un peu.
Là, on peut prendre une décision collective, en fait. Là, on est en train de tester un petit principe de démocratie. Qui veut aller prendre une bière? Qui veut écouter la question? Non, je me dis que c'est vrai que c'était une longue journée. Je sais qu'il y en a qui ont commencé ce matin à 9h. Je vois les fourmis dans les fesses, ou en tout cas, je les pressens. Je me dis que c'était quand même vraiment voilà, longue et rude journée pour vous toutes et vous tous. Donc je propose qu'on lève le camp. On reprend la bonne habitude de dire que le bar est ouvert puisqu'il est déjà ouvert et que ça a permis d'écrémer une partie de la foule. Et on se garde la question pour une discussion dehors. Bonne soirée.